Je ne suis pas déjà de nature trop bibliographie. J'aime bien découvrir les choses par moi-même, mais il n'empêche que dans certains cas, lorsque des prédécesseurs ont étudié un milieu, un site, il est évidemment intéressant de s'en informer pour comparer, voir comment ça a évolué, être attiré par telle ou telle partie de ce site, etc. Donc pour un certain nombre de sites que j'ai étudiés plus particulièrement, comme les marais du Grand Azé, quelques sites à droite et à gauche, donc je me suis référé évidemment aux œuvres de Le Tac. Et puis en feuilletant quand même autour, eh bien, j'ai découvert que Le Tac était quand même un extraordinaire naturaliste. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus. Et c'est de voir l'éventail des sujets naturalistes qu'il était capable d'aborder. On a entendu parler tout à l'heure d'escargots, de limaces, d'insectes, à part peut-être un petit peu les vertébrés qui n'étaient pas trop son truc, mais quand même. Oh, Bon, bah, tu vois, j'ai mal lu, j'ai pas tout lu. Au contraire, il ne faut pas oublier que... Non, il y a les oiseaux, oui. Non, Le Tac, il a publié le premier catalogue des oiseaux de l'Orne, des mammifères de l'Orne, des poissons de l'Orne, des reptiles de l'Orne, des amphibiens de l'Orne, donc c'est tous les groupes d'invertébrés. C'est lui la référence, les poissons aussi. Contrairement à Michel, moi j'aime bien fouiller un peu au niveau de l'histoire des sciences, et c'est par l'histoire des sciences et puis par l'histoire de la Société lyonnaise de Normandie que j'ai rencontré Le Tac. Quelqu'un de fantastique, vous l'avez vu, qui citait ses correspondants, qui était un honnête homme, qui était quelqu'un de très droit. J'ai rencontré en fait Le Tac sur une biographie d'un Alençonnais d'adoption, Gillet, Claude Casimir Gillet, qui a défrayé la chronique à son époque, fin 19e, en publiant Les Immunomycètes de France. Gillet est un vétérinaire militaire, botaniste, mycologue, naturaliste, et Gillet va former Le Tac. Donc Le Tac va lui vouer une reconnaissance éternelle. Gillet va également former un jeune mycologue qui s'appelle Paul Alexandre, qui va décéder relativement jeune, qui sera un des premiers à faire des photographies de champignons, qui correspondra avec Brébisson et qui travaillera avec Le Tac. Et Gillet est un personnage que je trouve assez antipathique, mais qui réussissait à se rendre sympathique, et qui va faire passer dans tout son entourage une image d'un chercheur infatigable et un excellent mycologue. Et Le Tac va lui faire une biographie extraordinaire. Et en fait, en faisant quelques recherches sur l'histoire de la mycologie, j'ai découvert tout à fait par hasard en 88 les planches d'un dénommé Godet, qui était un médecin de Balleroy. Bon, je fais vite parce qu'on pourrait y penser 3 heures. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être sympa de voir comment une espèce est figurée par différents mycologues normands. Et en prenant la planche de Godet, la planche de Gillet, dans 3 fois sur 4, c'était ce qu'on appelle en chimie la chiralité, c'est-à-dire que ça avait été complètement décalqué. Et on est en train d'essayer de réhabiliter Godet, parce qu'en fait, Gillet, on s'est aperçu, donc il a commencé très jeune. À Lyon, il a commencé à faire de l'entomologie avec Mulsanne. Mulsanne, c'est un grand entomologiste, spécialiste des coléoptères, et ça lui a un peu tiraillé parce que Mulsanne lui a dit gentiment d'aller faire autre chose. Donc il a fait de la botanique avec un dénommé Magne, il a sorti une flore de France, la flore de Gillet et Magne. Visiblement, là aussi, il avait dû truander un petit peu, même si Le Tac note que la plus grande partie est due à Gillet. Et là, dans son ouvrage sur les immunomycètes de France, on s'aperçoit en fait que Gillet va prendre des choses à Alexandre, il va prendre des choses à Godet, il va prendre des choses à tout un tas de mycologues français, mais comme c'est quelqu'un qui est assez pérenne et rusé, il va dédier un certain nombre d'espèces. Donc ça passe dans le plagiat, il va dédier tel ou tel champignon aux personnes qu'il a spoliées. Et c'est un peu dommage que Le Tac ne se soit pas aperçu de ça. Donc ça veut dire que c'était vraiment quelqu'un qui avait une âme vraiment très bonne. Mais par contre, bon, pour revenir à Le Tac, moi ce que je trouve extraordinaire chez Le Tac, quelqu'un a dit ou écrit que c'était un petit peu dommage qu'il n'ait pas publié une œuvre importante, une flore. Mais il a publié tout un tas de petits articles ou de gros articles, mais surtout il a publié à des tas de niveaux différents. C'est-à-dire qu'il a publié pour ses collègues scientifiques,
donc comment dire, des données essentielles, et il a également fait œuvre de pédagogie. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est assez amusant. La devise de notre labo, c'est chercher, connaître, transmettre. Et Madame Ouagaillé a dit tout à l'heure, donc c'était un peu connaître et transmettre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout dans les naturalistes de cette époque-là. Et je ferai une comparaison, moi, avec Gadot de Kerville. Le TAC, même si philosophiquement, politiquement, c'est pas forcément la même chose, mais Gadot de Kerville et le TAC se ressemblent beaucoup. Ce qui explique peut-être pourquoi il y a une petite notice nécrologique de Le Tac qui a été faite par Gadot de Kerville. Et ce que je reconnaîtrais à Le Tac, moi, c'est cette faculté donc un travail extraordinaire. Une constitution physique remarquable, hein, parce que c'est quand même un gars qui va crapahuter dans toute l'Orne à pied et à vélo, et une ouverture d'esprit, une curiosité. Le TAC, l'abbé, c'était un ecclésiastique, et le naturaliste Gadot de Kerville, il était au contraire, il était athéiste et même anticlérical. Mais les deux personnages avaient un peu le même esprit, ils pouvaient très bien s'entendre. C'est pour ça l'extrait tout à l'heure. La plupart des lettres que le TAC reçoit, ça s'appelle Monsieur l'abbé ou Cher l'abbé, et lui, il écrivait Cher monsieur et infatigable collègue. Pour rebondir sur ce point, ce qui est très intéressant, c'est de voir, on en a discuté tout à l'heure avec Mme Ouagaillé, la société linnéenne. Moi je me suis plus intéressé à cette société. À cette époque-là, donc entre 1895, 1912, 1913, on a par exemple des gens comme Octave Ligné, le doyen Bigot, c'est avéré, hein, il ne s'en cachait pas, qui étaient maçons. Hein, c'était des francs-maçons. Octave Ligné était vénérable de la Loge-Thémis à Caen. Et ce que je trouve remarquable, c'est que dans le travail de cette société, eh bien, un prêtre, qui n'est pas forcément philosophiquement proche des frères maçons, va prendre de la hauteur, et ses correspondants et ses interlocuteurs vont faire de même, pour justement discuter de points qui sont des points essentiellement scientifiques. Et dans les comptes rendus de la... Attendez, je dois l'avoir là, c'est le rapport sur le mouvement scientifique des sciences naturelles publié en 1913 par le TAC. Le TAC, qui est un catholique. Donc dans ses écrits, on retrouve des références aux créateurs, donc plutôt la version Ancien Testament de la biologie, va vraiment faire une critique tout à fait positive des travaux de Ligné, où Ligné est un darwiniste convaincu qui va travailler sur l'évolution et, comme l'a dit Peter, lui aussi un peu anticlérical. Donc c'est assez intéressant de voir cette intelligence de l'homme qui se place au-dessus des différentes de ces débats-là et qui fait œuvre à la fois scientifique, pédagogique et qui s'intéresse avec une curiosité extraordinaire à tous les pans de la biodiversité et de la géodiversité. Je ne le connaissais pas. Et effectivement, je ne me suis pas vraiment intéressé à ses écrits jusqu'à ce que Peter sollicite pour écrire quelque chose entre justement l'œuvre de Le Tac concernant les mammifères. Je dois dire honnêtement que j'ai vraiment eu du mal à me plonger dedans. Mais progressivement, je me suis pris au jeu et c'était vraiment très intéressant. Vraiment, après, j'ai été vraiment très content d'avoir fait ce travail justement sur l'ensemble des écrits. Concernant les mammifères, il y avait l'aspect nuisible, utile, animaux nuisibles et utiles, qu'on discuterait forcément maintenant, et en se reportant à l'époque, c'était pas si mal. Notamment les prises de position vis-à-vis des chauves-souris, de l'utilité des chauves-souris. Pour les rongeurs, c'est plus discutable, et puis alors les carnivores, n'en parlons pas, faut les flinguer tous, hein, presque. Mais sauf le blaireau. Dans le contexte de l'époque, il était quand même un peu il était déjà en avance. Voilà, ça, il était en avance. C'est sûrement quelqu'un qui était vraiment progressiste, on pourrait dire.
Et non, vraiment, ça m'a beaucoup plu et je voulais évoquer, c'est ça, cet aspect science participative, notamment pour le Vison, parce qu'effectivement, déjà, il parcourait l'Orne, mais il avait beaucoup de contacts, ce qui lui permettait d'avoir une vision assez générale sur un département, ce qui est quand même assez grand compte tenu des moyens de locomotion qui existaient, mais enfin qui n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on a maintenant, et des moyens de communication. Et c'est vrai qu'ils avaient aussi, et ça aussi, à notre époque, on l'a perdu, la capacité d'écrire des courriers avec une facilité déconcertante. Alors on va y revenir après, effectivement, sur cette capacité d'écrire, de transmettre. Et puis la science participative, c'est là où je voulais en venir, une notion qui est tout à fait récente, mais qu'il avait utilisée un peu justement via les articles de journaux pour porter à connaissance et récupérer en retour des informations sur des animaux un peu rares, mais comme le vison d'Europe, qui a disparu de Normandie depuis. Donc, bon, on peut demander à Peter comment il a connu le TAC, enfin, c'est depuis qu'il est arrivé dans la région. Il est tombé dedans. Non, juste une chose, ma première rencontre avec le TAC, il m'avait plutôt agacé, c'est-à-dire dans le butin de la faux, les mouchers, je ne comprenais pas pourquoi il reproduisait un article de l'ETAC sur les noms vernaculaires des plantes. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt de republier ça sur des pages. Et c'est seulement plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout, et quand on m'a confié les premières études, dès que je cherchais des informations sur les données anciennes, inévitablement on tombait sur le TAC. C'est-à-dire le massif des Andennes, le massif des Coues, Bergstrapp, partout il avait semé ces petits cailloux. Et finalement, au début, c'était que les plantes. Après, il y avait tous les domaines, donc il y en avait de plus en plus. Et donc, c'est aussi notre cher collègue Pierre-Louis Crochat, qui était un fan de TAC. Et vous allez découvrir il y a une situation. Donc, lui, il était fâché avec l'Église. Mais il a dit, oui, c'est grâce à l'État que je me suis un peu réconcilié avec l'Église catholique. Parce qu'on pouvait être curé et avoir un intérêt pour tout ce qui le passionnait lui aussi. Est-ce qu'on peut décrire les méthodes scientifiques de l'époque et quel lien on peut faire entre les méthodes qu'il utilisait et les méthodes d'aujourd'hui? Est-ce que la pratique du naturalisme à la fin du 19e, début du 20e, dans son ensemble, est-ce que la pratique du naturalisme entre le 20e et le 21e siècle, est-ce qu'on peut faire des relations, des corrélations? Est-ce que c'est un peu semblable ou est-ce qu'il y a véritablement des grandes différences? Ce que je trouve intéressant chez le TAC, c'est qu'il cherche à déterminer, bien entendu, donc il va utiliser les bibliothèques de son époque. Il a quand même, enfin la bibliothèque de son époque, il a quand même accès à des ouvrages très intéressants. Il va travailler un peu en microscopie. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans de nombreux cas, il va faire une étude du biotope, c'est-à-dire qu'il va noter, bien sûr, les conditions dans lesquelles le champignon va se développer. Est-ce que c'est un saprotrophe, un symbiote ou un parasite? Sous quel arbre? Il va noter également la nature des sols et il va noter également la météo. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on devrait faire aujourd'hui, qu'on ne fait pas toujours. Et qu'on ne fait plus? Ça ne se fait pas tout le temps, hein. C'est-à-dire que quelquefois, on zappe un petit peu. Ça, c'est une approche extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'il va avoir une approche qui est pluridisciplinaire sur un aspect. Alors, pour les plantes, je ne sais pas, il faut demander à Michel, je ne sais pas s'il faisait la même chose, mais je pense qu'il notait aussi la nature des sols, la météo. Ça dépend. Quand je faisais une étude précise d'un site... Non, je disais pour le TAC, pour le... Je ne sais pas. Il n'a presque rien publié en géologie, mais dans beaucoup de ses articles, en préambule d'un site, il va décrire le sous-sol, il va essayer de comprendre pourquoi telle plante est présente ici et pas ailleurs. Et donc ça il le fait très souvent. Un autre aspect de l'État, nous aujourd'hui, on est un peu perfectionniste, on se dit on ne va pas publier ça, on ne connaît pas encore tout. Dans beaucoup d'articles, il dit, oui, moi en entomologie par exemple, il dit, je me suis intéressé relativement tard à l'entomologie, mais j'ai reçu les collections de l'abbé Guthrie ou je ne sais plus qui, donc c'est lui qui a publié,
il a dit c'est peut-être pas parfait, mais d'autres après moi vont continuer mon œuvre, mais au moins ce que j'aurais écrit est publié. Et nous, trop souvent aujourd'hui, on se dit non, c'est toujours pas parfait, et finalement on publie rien. Maintenant on a Internet, ça circule très vite, mais ça laisse pas les traces. On a aussi perdu la capacité d'écrire hein, quand même. Il n'y a que les écrits qui restent. Hein. Et si on peut justement discuter de ce qu'a fait Le Tac, c'est parce qu'il a écrit. Et ça devrait encourager à continuer à le faire. Et c'est vrai qu'on le fait parfois insuffisamment. Oui, pour ce qui est des méthodes, hein, je vois pour les mammifères, ça a complètement changé, hein, bien sûr. À l'époque, si on parle simplement uniquement pour un exemple, pour ne pas occuper tout le temps, pour les micro-mammifères, musaraignes, petits rongeurs, maintenant on est passé par l'analyse de pelote de réjection, et puis aussi par d'autres techniques, ce qui ne se faisait pas à l'époque. On travaillait que sur des cadavres éventuellement récupérés par les chats ou piégés, etc. Pour parler des techniques mycologiques actuelles, bon, il est évident que si sur le terrain c'est à peu près la même chose, on travaille aussi beaucoup avec des réactifs chimiques, on travaille en microscopie avec des microscopes alors, qui semblent parfois être de meilleure qualité, mais quand on voit la qualité des observateurs du 19e, on reste quelquefois un petit peu pantois. Hein, bon, mais le matériel a quand même beaucoup évolué, et puis surtout, ce qui n'existait pas même il y a une dizaine d'années, c'est qu'on commence à travailler avec la biologie moléculaire. Donc ça chamboule complètement les données. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Avec les méthodes de l'époque, c'était quand même quelque chose d'excellent ce qui a été fait. Et moi je rejoins tout à fait ce que vient de dire François Le Boulanger. Il faut publier. Ça c'est un gros défaut qu'on a tous, c'est qu'on ne publie pas assez. Il faut encourager les naturalistes de tout poil à publier. Alors, à publier quand vous êtes sûr de vous, quand même, pas publier n'importe quoi, hein, le papier fuscolant, mais quand même. Mais il y a des tas de scientifiques. Il y a par exemple Mélin, qui était un immense scientifique, un immense botaniste, un immense mycologue, qui n'a pratiquement pas publié. Donc il est mort avec ses données. Bon. Il ne reste rien. Il reste quelques petites choses, oui, mais ça, je veux dire, il ne faut pas avoir peur de publier. Bon, c'est compliqué parce qu'une publication, il faut écrire, il faut faire la biblio, c'est casse-pied, il y a des refs, et puis les éditeurs des revues vous demandent ceci, cela, ils vous font recommencer 50 fois, mais il faut le faire. Ça, c'est pas vrai. Non, mais il faut le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire passer dans les rangs des naturalistes, et que... ça me rappelle un peu, dans Un taxi pour Tobruk, il y a à un moment un acteur qui dit une brute qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Bon, ben c'est ça. C'est-à-dire que si vous revoyez ce film, c'est très intéressant. Si vous laissez vos données... J'avais un très bon copain, Nono Després, à Falaise, qui ne notait pratiquement rien. Il avait tout dans la tête, il avait une mémoire extraordinaire. Un jour, on lui a dit, écoute, il va quand même falloir que tu notes, parce que sinon, tout va être perdu. Et heureusement, bon, il a noté des choses, après il est reparti dans le midi de la France, mais on a des données sur la région de Falaise et sur les monts des Rennes qui sont extrêmement importantes. Je pense que l'important, c'est de transmettre. Hein. Il ne faut pas... J'ai des petits camarades naturalistes qui sont des gros égoïstes quand même. Alors, il y en a qui se reconnaîtront peut-être dans la salle. C'est un problème effectivement que l'on a même à la FO, voilà. Où on a du mal effectivement à demander aux naturalistes de publier leurs propres travaux et de publier leurs propres observations. Voilà, je pense qu'on pourrait faire, il pourrait y avoir dans les revues, si vous voulez, une petite rubrique, hein, observation, compte rendu d'excursion, et on publie les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a des tas de choses qui ont été observées. Si on a la chance de retrouver les carnets, si on a la chance de retrouver les herbiers, si on a la chance de retrouver les archives, ça va. Mais quand c'est détruit, 7 juillet 44 à Caen, bombe au phosphore sur la ville de Caen, bon, ça dégage. Hein. Et puis là, on perd tout. Donc il est important, surtout actuellement, hein, on peut faire ça sur... un ordinateur, ça s'envoie très facilement. Donc c'est vrai qu'on n'écrit plus à la plume. Oui, bon, il y en a qui n'ont pas d'ordinateur. On y reviendra. Pas la peine de le faire remarquer, monsieur Cour. Mais il faut absolument transmettre, il faut
Également, pas hésiter à faire vérifier ses découvertes. L'abbé Le Tac est quelqu'un qui échange beaucoup. Il va faire vérifier, il va en mycologie, par exemple, il va travailler avec plusieurs collègues. Et pour terminer sur notre abbé mycologue, moi ce que je lui reconnais et que je trouve très intéressant, c'est qu'il avait créé une véritable petite école naturaliste. Bon, pour la mycologie, il a formé des instituteurs, des pharmaciens, des paysagistes, et ces gens-là, à leur tour, ont transmis la connaissance, et ça permet une diffusion de la connaissance au niveau régional. De l'éducation populaire. De l'éducation, hein, tout court. Y a pas, pour moi, l'éducation, elle est à tous les niveaux, mais il faut transmettre. Peter, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire, même si on ne publie pas, il y a souvent des enquêtes, et il faut aussi transmettre les quelques données qu'on a. C'est-à-dire il y a beaucoup de projets d'Atlas en cours, et il y a même tellement de projets en cours qu'on n'arrive pas à participer partout. Il faudrait noter chaque hérisson écrasé au GMN, le rouge-gorge au groupe ornithologique. Il y a tellement de projets, on ne peut pas tout le temps tout faire en même temps. S'il était aujourd'hui encore parmi nous, est-ce qu'il s'intéresserait à tout? Est-ce qu'il serait généraliste, un petit peu comme Peter, ou est-ce qu'il serait plus orienté? Parce que là, on a vraiment un mammalogue, on a un mycologue, on a un lichénologue, un botaniste. On a l'impression que plus on avance dans le temps et plus on a des spécialistes d'un domaine bien précis et que c'est un peu moins encyclopédique. Qu'est-ce qu'on pourrait en penser? Si on prend la fleur de gilet, il y a à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans les 900 espèces. Si on prend le petit guide de Courtecuisse, ça te fait rigoler comme nom. Mais c'est pas comme ça. Voilà. Vous avez 3000 espèces. Donc il y a aussi eu une évolution dans la connaissance. Bon, si vous prenez, je ne vais pas parler je crois que sous le contrôle de mes petits camarades, mais au niveau de l'entomologie, il y a également, ça a explosé complètement. Donc il y a eu beaucoup de modifications. Mais je pense que si le TAC était parmi nous, est-ce que le TAC est parmi nous? Non. Je ne pense pas qu'il aurait changé. Ça serait un généraliste, ça serait quelqu'un qui... Maintenant, il travaillerait peut-être sur Internet, comme disait Peter, il aurait une page, peut-être pas une page Facebook quand même, mais il aurait un site et... Alors, je pense qu'il serait un naturaliste. Et je pense que naturaliste, c'est un très beau mot, moi que j'aime beaucoup, parce que ça définit bien quelqu'un qui va aimer ce qu'on appelle autrefois les sciences naturelles. Maintenant, on dit que c'est pas bon comme mot. Il y avait avant même l'histoire naturelle, qui était aussi assez charmant comme appellation. Donc, naturaliste me plaît bien. Je pense que c'est ça qu'il serait. Alors, Peter, tu es un fervent utilisateur des nouvelles technologies, localisation par GPS, Internet, reconnaissance vocale, etc. L'abbé aurait effectivement son blog, il aurait un site internet. Je suis persuadé qu'il serait à la pointe des nouvelles moyens de communication. Parce que pour son époque, ce qu'il faisait, il utilisait effectivement les moyens les plus modernes de son époque. Non, à l'époque, il y avait déjà une revue, elle s'appelait la revue des jeunes naturalistes, qui paraissait 2 fois par mois. Et là, on pouvait déjà lancer une petite enquête et 2 semaines ou 1 mois plus tard, on avait des réponses. Donc le TAC lui-même, on a quelques très courts articles, c'est juste 5 ou 6 lignes où il demande est-ce que vous avez vu le puceron de la Niger? Et donc c'était un peu un précurseur des listes de discussion d'aujourd'hui. Comme on a fait au sujet du ver luisant, de la taupe, pour l'inventaire des mammifères, etc. De lancer et que chacun effectivement puisse répondre. Donc effectivement, ce serait un peu l'ancêtre de la liste de discussion, quoi. Non, en tout cas à l'époque, après une sortie de la Société Linnéenne où le compte rendu a été publié, 3 ou 4 mois plus tard il a été publié. Et aujourd'hui, malheureusement, avec Internet, on fait 2-3 messages, mais il n'y a plus de compte rendu officiel qui restera 20 ans après. François Boulanger. Oui, de toute façon, à notre époque, il serait naturaliste, c'est sûr qu'il serait sur les réseaux d'échange d'observation, comme OBSNORM 2.
mais il aurait été obligé de focaliser quand même sur certains groupes. Après, je ne sais pas lesquels il aurait retenu, parce qu'il est impossible d'être vraiment à fond sur l'ensemble des groupes d'animaux, invertébrés, vertébrés, et puis toute la botanique. Et les champignons, la fonge. D'ailleurs, oui, à ce propos, je vous propose de rajouter un F. Il avait du temps, oui. Parce que l'association faune, flore et fonge de l'Orne, ce serait quand même mieux. Pour les Nièvres, zone naturelle d'intérêt écologique, floristique, faunistique et fongique. Merci. Oui, et je voulais ajouter évidemment une chose, c'est que les groupes de la zoologie ou de la botanique se sont beaucoup complexifiés, compliqués. Julien, du temps de l'ETAC, il y avait combien de lichens qu'on était capable de connaître, de distinguer? Je ne sais pas comme ça, mais ça demande beaucoup moins qu'actuellement. Quelques centaines. Oui, c'est ça. Alors qu'on est passé à 3400 en France actuellement. 3400 lichens en France. Oui. Donc là, on ne peut pas dans tous les groupes suivre cette évolution. Oui. C'est pas possible. Donc on est obligé. J'ajouterais quand même que le TAC était curé, qu'il avait beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ça c'est à voir quand même. Je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de temps parce qu'ils avaient quand même un sacerdoce à effectuer. Mais par contre, je pense que, c'est intéressant ce que tu dis Michel, ils prenaient plus de temps. Oui. Et ça, c'est un peu le défaut de notre époque, c'est-à-dire qu'on veut aller à toute vitesse, on est dans l'urgence, dans l'émotionnel, c'est tout de suite, et on ne prend plus peut-être suffisamment le temps de vérifier des choses, d'aller sur le terrain. Et il y a peut-être aussi une petite philosophie à reprendre là, pour prendre un peu plus de temps. On est peut-être aussi plus sollicité. Mais oui, mais justement, il faut savoir dire non. Donc effectivement, tout cet ensemble de sollicitations fait qu'on a peut-être moins de temps à consacrer véritablement au cœur de métier du naturaliste. Parce que je parle sous le contrôle de ma collègue Madame Boisvilliers, mais je crois que vous disiez qu'il se levait à 4h du matin. Oui. Et à l'époque, quand on prend les naturalistes, j'ai travaillé un peu sur Brébisson, c'est pareil, c'est 4h du matin, donc on se lève. Ouais, je vois dans la salle, il y en a, ça leur fait peur, mais bon, ça arrive. On déjeune rapidement et généralement, on fait le courrier à la bougie. Et puis ensuite, il y a tout un tas de tâches qui vont se faire, c'est-à-dire aller sur le terrain, vérifier les récoltes, préparer les récoltes, monter son herbier ou sa collection. Et donc, il y a une sorte de protocole. La journée se divise parce qu'il n'y a pas d'électricité. Très peu au début du XXe, et les moyens de transport sont très, très lents, donc on va être obligé de bien utiliser sa journée. Rationaliser le temps. Donc généralement c'est 4h du matin, 10h du soir. Ça donne du temps, mais il y a en plus les activités professionnelles. Oui. J'ai cru comprendre par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure qu'il y avait au moins une première flore de Corbière qui était publiée au moment où il était en activité. Donc par exemple, est-ce qu'on sait s'il utilisait cette référence? Les quelques archives qui sont conservées de TAC nous montrent aussi que les livres circulaient. Non seulement il avait accès aux bibliothèques des sociétés savantes, et les sociétés pratiquaient beaucoup plus que maintenant l'échange de publications, c'est-à-dire que chaque société recevait les publications des sociétés voisines ou amies, et le TAC demandait aussi à ses confrères l'envoi d'ouvrages de référence qu'il n'avait pas sous la main. Alors dans certains cas, le confrère répond « je ne vous l'envoie pas parce que ça ne vous aidera absolument pas dans votre recherche, parce que ça ne concerne pas le sujet ». Et dans certains cas, on lui envoie l'ouvrage ou on envoie copie de la notice qui intéresse le TAC. Donc encore une fois, la correspondance est fondamentale dans la méthode de recherche et l'accès aux éléments de référence. Il avait également des ouvrages de référence comme Kelley, qui est le grand mycologue créateur de la SMF, quand même, Société mycologique de France à l'époque. Il a les ouvrages de Fries, il a les ouvrages de Dufour, de Bijard et Guillemin. Donc pour son époque, il est vraiment au point. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui se tient au courant. Alors on avait une discussion, mais je crois qu'il est parti avec M. Chivard à ce midi, ça me revient, sur la lunette d'astronomie. Et j'ai vu tout à l'heure dans la présentation qu'il appartenait au cercle Flammarion d'Argenton. Et Camille Flammarion, si je me rappelle, il faisait pas mal d'astronomie. Donc ce qui serait intéressant, c'est de retrouver les correspondances de l'ETAC. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont conservées, de pouvoir les numériser,
de faire voyager un petit peu tout ça dans les mouvements naturalistes, les cercles naturalistes, parce que je pense que selon nos angles de vision, on va retrouver des noms. Là, j'ai vu par exemple tout à l'heure Ario pour une plante, mais Ario c'est aussi un mycologue, c'est aussi un algologue, et Ario il va travailler avec Corbière à Cherbourg. Donc si on arrive ainsi à refaire des liens entre les personnes, on va remonter le puzzle, et je pense qu'on peut découvrir des choses intéressantes. Est-ce qu'il a travaillé ou publié sur la végétation de l'Orne? Parce qu'on a en 1935 à peu près, donc 12 ans après sa mort, une thèse de Lemay sur la végétation du Perche qui est extrêmement intéressante, mais on n'a pas beaucoup d'ouvrages de ce type-là. Est-ce que le TAC a travaillé sur les végétations de l'Orne? Le TAC n'avait pas encore découvert la phytosociologie, mais Michel, dans sa présentation de la végétation de l'Orne, il regroupe déjà, et je crois, Julien, tu avais mis quelque chose pour les mousses, il met des plantes d'affinité écologique semblables ensemble. Donc pour moi, c'est aussi un précurseur un peu de l'étude de végétation, même s'il n'utilisait pas du tout le jargon de la phytosociologie